Octobre 2011. La côte bretonne est en état de siège, battue par une tempête d'une violence que même les plus anciens marins ne se souviennent pas avoir vue. Le vent hurle comme une bête blessée, arrachant les ardoises des toits et pliant les arbres jusqu'à leur point de rupture. Mais le véritable champ de bataille se trouve sur le littoral, là où l'océan Atlantique déchaîné s'acharne contre l'île, œuvre de l'homme. La Grande Digue, fierté de la région et symbole de la puissance de l'entreprise Moreau Construction Maritime, est mise à rude épreuve. 20 ans qu'elle se dresse, immuable, face aux assauts de la mer. 20 ans de silence et de secrets scellés dans son béton. Cette nuit cependant l'océan semble déterminé à réclamer son dû, à briser plus qu'une simple barrière de pierre. Il veut exhumer une vérité enfouie. Le brise-lames, conçu pour être indestructible, gémit sous la pression colossale. Chaque vague qui écrase sur sa structure envoie des vibrations jusque dans les terres, faisant trembler les fenêtres des maisons côtières. Le bruit est assourdissant. Un mélange de tonnerre continu et du fracas de milliers de tonnes d'eau s'abattant sur le béton armé. Pour les habitants terrés chez eux, c'est la bande-son de la fin d'un monde. La structure, érigée par Vincent Moreau, comme un monument à sa propre gloire, avait toujours été perçue comme un rempart éternel. Mais la nature a une mémoire longue et une patience limitée. Cette nuit-là, elle ne se contente pas de frapper. Elle cherche une faille, une faiblesse, un point d'entrée, pour révéler ce que les hommes ont tenté de dissimuler pour toujours au cœur de la pierre. Et puis, l'impensable se produit. Aux premières lueurs blafardes de l'aube, au plus fort de la marée, un craquement sinistre déchire l'air, plus puissant encore que le fracas des vagues. Un bloc de béton titanesque, pesant plusieurs dizaines de tonnes et situé à la base même de la fondation, est arraché de son logement. Il est soulevé, retourné par une force herculéenne, puis projeté à quelques mètres de là comme un simple caillou. L'impact est brutal, définitif. Une brèche béante apparaît dans le flanc de la digue, une blessure ouverte, qui expose les entrailles de la construction. Ce n'est pas une simple fissure, c'est une amputation. Un secret, protégé pendant 2 décennies par une forteresse de béton, est soudainement exposé aux éléments, attendant d'être découvert par le monde. Lorsque la tempête s'apaise enfin, laissant derrière elle un paysage de désolation, les premiers curieux et les équipes municipales se rendent sur les lieux, pour constater l'étendue des dégâts. Le spectacle est apocalyptique. La promenade est dévastée, le port est jonché de débris. Mais tous les regards convergent vers le même point. Le trou béant dans le brise-lames. C'est une vision qui défie l'entendement, la preuve tangible de la vulnérabilité de ce qui était censé être infaillible. Alors que les ingénieurs évaluent la stabilité de ce qui reste de la structure, un employé communal s'approche de la cavité, intrigué par une forme inhabituelle nichée au plus profond du trou. Ce n'est ni de la ferraille, ni un morceau de roche. C'est autre chose, quelque chose qui n'a rien à faire là. Au fond de la cavité, là où le bloc de béton a été arraché, une petite boîte métallique étanche et visible, incrustée dans une alcôve qui semble avoir été délibérément aménagée avant que le ciment ne soit coulé. La boîte est recouverte d'une épaisse couche de goudron pour la protéger de l'humidité, un seau artisanal mais efficace. Elle est coincée entre les barres de ferraillage tordues, comme un cœur artificiel que la structure aurait protégé pendant 20 longues années. La curiosité l'emporte sur la prudence. Avec précaution, l'homme dégage l'objet, sentant son poids anormalement dense. Il est évident que cet objet n'est pas arrivé là par hasard. Quelqu'un il y a très longtemps a pris des mesures extraordinaires pour s'assurer que ce qu'il contenait ne serait jamais retrouvé. La boîte est rouillée en surface, mais sa structure semble intacte. Elle est fermement scellée, un coffre-fort miniature qui a résisté à 2 décennies de pression et d'infiltration saline. La découverte sème le trouble parmi les témoins. Les murmures commencent à fuser. Pourquoi cacher quelque chose au cœur d'un brise-lames ? Quel secret pouvait être si important pour mériter une telle sépulture de béton ? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la petite ville côtière, ravivant les braises d'une vieille affaire que beaucoup avaient tenté d'oublier. Car cette digue n'a pas été construite sans controverse. Sa naissance a été marquée par la colère, les accusations, et, finalement, par une tragédie qui a laissé une cicatrice indélébile sur la communauté. 20 ans plus tôt, en mai 1991, le chantier de construction battait son plein. Le projet, porté par le charismatique et impitoyable entrepreneur Vincent Moreau, était présenté comme la clé du développement économique de la région. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Un homme en particulier s'y opposait farouchement. Alain Le Goff, le gardien du phare. Écologiste convaincu et homme d'une intégrité sans faille, il dénonçait publiquement l'impact dévastateur du projet sur l'écosystème marin. Il parlait de matériaux de mauvaise qualité, de corruption, de pots de vin versés à des élus locaux. Il était devenu l'ennemi public numéro 1 de Moreau,
une voix solitaire mais puissante, qui refusait de se taire face au pouvoir et à l'argent. Puis, une nuit de printemps brumeuse, Alain Le Goff a disparu. Il a quitté le phare pour ne jamais y revenir. Sa barque a été retrouvée à la dérive, vide. L'enquête de la gendarmerie a été rapide, presque trop rapide. La conclusion officielle fut celle d'un accident tragique en mer, une noyade. Malgré les doutes de sa famille et les rumeurs persistantes dans le village qui liaient sa disparition à son combat contre Vincent Moreau, l'affaire fut classée sans suite. La digue fut achevée, et le souvenir d'Alain Le Goff s'est lentement estompé, recouvert par des couches de silence et de résignation. Sa fille, Chloé, a grandi avec ce vide, cette absence inexpliquée, qui a façonné toute son existence. Le nom de son père était devenu un murmure, une histoire triste, que l'on se racontait les soirs de tempête. De retour en 2011, sur la côte dévastée, la boîte métallique est finalement ouverte, non sans difficulté. À l'intérieur, protégé par plusieurs couches de plastique, se trouve un carnet à la couverture de cuir usé. Un journal intime. En l'ouvrant à la première page, une écriture nerveuse mais lisible révèle une date et un nom. Mai 1991. Alain Le Goff. La tempête n'avait pas seulement détruit un mur de béton. Elle venait de faire cesse, écrouler un mur de silence qui durait depuis 20 ans. La voix d'un homme que l'on croyait mort et oublié, était sur le point de raconter sa propre histoire, de révéler la vérité sur sa dernière nuit, et de désigner son assassin. Pour Chloé Le Goff, et pour Vincent Moreau, le passé venait de refaire surface avec la violence d'un raz-de-marée. Chloé Le Goff se trouvait dans son laboratoire marin, à des kilomètres de la côte dévastée, lorsque le téléphone a sonné. Le son strident a déchiré le silence studieux de la pièce, où elle analysait des échantillons de plancton avec une concentration quasi monacale. Était la gendarmerie de son village natal. La voix à l'autre bout du fil était jeune, formelle, presque hésitante. On lui parlait de la tempête, des dégâts considérables sur la grande digue, puis d'une découverte d'ordre personnel, faite dans les décombres. Le mot personnel a immédiatement fait s'effondrer le rempart de rationalité scientifique qu'elle avait érigé autour d'elle depuis 20 ans. Son cœur a commencé à battre de manière erratique, un tambour sourd contre ses côtes. La digue. Son père. Ces deux mots résonnaient ensemble dans son esprit, réveillant une douleur ancienne, une angoisse qu'elle croyait avoir apprivoisée avec le temps. Le trajet en voiture jusqu'à la côte fut un supplice. Le paysage défilait sous un ciel gris et bas, une toile de désolation qui reflétait parfaitement son état intérieur. Des arbres déracinés gisaient comme des géants abattus, des toitures éventrées témoignaient de la fureur de la nuit. Chaque virage la rapprochait d'un passé qu'elle avait tenté de sceller. Des images fugaces de son père lui revenaient en mémoire. Son visage buriné par le sel et le vent, ses mains calleuses réparant un filet de pêche, le son de sa voix grave, lui expliquant les noms des constellations depuis le sommet du phare. L'odeur de l'iode et des algues, d'habitude si réconfortante pour la biologiste marine qu'elle était devenue, lui semblait aujourd'hui chargée d'une menace, l'odeur du secret et de la perte. Elle serrait le volant, ses jointures blanches, se préparant à affronter un fantôme. En arrivant, elle découvrit une scène de chaos maîtrisée. Un périmètre de sécurité avait été établi autour de la brèche béante dans le brise-lames. Le monstre de béton, autrefois symbole de la toute-puissance de l'homme sur la nature, semblait vulnérable. Blessé. À mort. Des ingénieurs en casque de chantier s'affairaient. Leur voix étouffée par le grondement résiduel de la houle. Au milieu du groupe d'officiels, elle reconnut une silhouette familière, légèrement voûtée par laine. Âge. Didier Martin, le commissaire à la retraite qui avait mené la brève enquête sur la disparition de son père. Sa présence ici, était pas une coïncidence. Était un présage. Son regard croisa celui du vieil homme. Un regard empreint de pitié et d'une gravité qui confirmait ses pires craintes. Ce qu'on avait trouvé était pas un simple objet perdu. Était une relique d'un drame non résolu. Un jeune gendarme, visiblement mal à l'aise, s'approcha d'elle, et lui présenta la boîte métallique, désormais ouverte. À l'intérieur, reposant sur un lit de plastique jauni par les années, se trouvait un carnet à la couverture de cuir sombre. Chloé retint son souffle. Elle le reconnut immédiatement. Était le journal de son père, son confident silencieux, l'objet qui ne le quittait jamais, toujours glissé dans la poche intérieure de son caban bleu marine. Le voir là, exhumé après 20 ans passés dans les entrailles de la digue, était un choc physique, comme si on lui avait asséné un coup en pleine poitrine. Le temps semblait être arrêté. Cet objet, qu'elle croyait à jamais perdu au fond de l'océan avec son propriétaire, était là, tangible, presque intact. Il était la preuve matérielle que la version officielle de l'histoire était un mensonge. Sa main tremblait lorsqu'elle s'avança pour le toucher.
Le contact du cuir, froid et rigide après 2 décennies d'emprisonnement humide, lui procura un frisson qui parcourut toute son échine. Une odeur étrange s'en dégageait, un mélange complexe de vieux papier, de sel marin cristallisé, et d'une note métallique, presque ferreuse, qui lui rappela l'odeur du sang séché. Cet objet N était pas inerte. Il semblait vibrer d'une énergie contenue, chargé du poids des secrets qu'il avait gardés. Pour le monde, ce N était qu'un vieux carnet. Pour Chloé, Sic était un fragment de l'Oblo, âme de son père, le dernier réceptacle de ses pensées, de ses peurs, et peut-être, de la vérité sur sa mort. Elle le saisit avec une précaution infinie, comme si elle tenait entre ses mains le cœur même de l'homme qui lui avait tant manqué. Avec une lenteur infinie, elle l'ouvrit à la première page. L'encre avait légèrement bavé par endroits, mais l'écriture était toujours là, nerveuse et inclinée, si caractéristique de son père. Mai 1991. Alain Le Goff. Ces quelques mots, tracés de sa propre main, firent voler en éclats la carapace qu'elle était forgée au fil des ans. Le nom de son père, qu'elle n'avait plus vu écrit de cette façon depuis son adolescence, la frappa avec la violence d'une vague. La douleur abstraite, devenue un bruit de fond familier dans sa vie, se transforma en une souffrance aiguë, présente, insupportable. Des larmes brûlantes montèrent à ses yeux, brouillant les lettres. Ce N était plus une affaire classée, une vieille cicatrice. C était une blessure ouverte, béante, qui venait de se rouvrir sous le ciel gris de Bretagne. Le monde autour d'elle s'estompa pour devenir un murmure indistinct. N était plus Chloé Le Goff, biologiste marine de 45 ans, mais Chloé, la fille du gardien de phare. Les souvenirs affluèrent, non pas comme des images douces et nostalgiques, mais comme des fragments acérés d'une vie volée. Elle revoyait son père, debout face à la mer déchaînée, lui parlant des courants invisibles et de la fragilité de l'écosystème. Elle entendait à nouveau sa colère sourde lors des réunions publiques, sa voix élevant seule contre le projet de Vincent Moreau, dénonçant la corruption et le mépris de l'environnement. Surtout, elle revoyait l'inquiétude dans son regard lors de leur dernière conversation, une ombre qu'elle n'avait pas su interpréter à l'époque. Le journal dans ses mains était pas seulement un recueil de notes. Était la clé pour comprendre cette ombre. La conclusion officielle de l'enquête, un accident en mer, une noyade malheureuse, avait toujours sonné faux. Était une explication trop simple, trop commode, une histoire conçue pour apaiser une communauté, et clore rapidement un dossier gênant. Mais ce journal, caché avec tant de soin au cœur même de la structure qu'il combattait, était une déclaration. Ce n'était pas un accident. Était un acte délibéré, un message ultime envoyé depuis la tombe. Son père savait. Il savait qu'il était en danger, qu'on cherchait à le faire taire. Cacher ce carnet n'était pas un acte de peur, mais un acte de défi. Il était assuré que même si sa voix était éteinte, la vérité, elle, survivrait, scellée dans le béton, attendant patiemment que la mer elle-même vienne la libérer. Il était pas tombé. On l'avait poussé. La vague de chagrin qui l'avait submergé commença à refluer, laissant place à un sentiment nouveau, aussi froid et dur que le béton qui avait servi de tombeau à ce secret. Une colère pure, cristalline, s'empara d'elle. Sa quête ne serait plus celle du deuil, mais celle de la justice. Ce journal était bien plus qu'un souvenir. Était une pièce à conviction, une feuille de route vers la vérité, une arme forgée par son père 20 ans plus tôt. Sa voix, que l'on croyait à jamais perdue dans le fracas des vagues, allait enfin pouvoir être entendue. Et c'est elle, sa fille, qui en serait le porte-voix. Sa vie, jusqu'ici dédiée à telle étude silencieuse de l'océan, venait de trouver un nouveau but, plus urgent, plus personnel. Elle allait faire la lumière sur la dernière nuit d'Alain Le Goff, quel qu'en soit le prix. Serrant le carnet contre sa poitrine comme un bouclier, elle fit une promesse silencieuse à la mémoire de son père. Elle lirait chaque mot, déchiffrerait chaque indice, comprendrait chaque nom dit. Elle ne laisserait aucune page intacte, aucune piste inexplorée. Elle affronterait les mensonges et ceux qui les avaient proférés pendant 2 décennies. La tempête n'avait pas seulement brisé une digue, elle avait fait voler en éclats un mur de silence et de complaisance. Elle avait libéré la vérité, et maintenant cette vérité lui appartenait. Elle sentait le poids de cette responsabilité, mais aussi une force nouvelle. Ce n'était pas seulement son combat. Était le combat de son père, et elle était déterminée à le mener jusqu'au bout, à honorer son courage, et à faire en sorte que son sacrifice n'ait pas été vain. Alors qu'elle relevait la tête, son regard balaya la scène et se figea sur une silhouette qui venait d'arriver, Vincent Moreau. L'entrepreneur, aujourd'hui un notable respecté à la chevelure argentée, était là, inspectant avec une fausse mine contrite, les dégâts causés à sa digue, Velle,
œuvre de sa vie. Leurs yeux se croisèrent. Le visage de Moreau était un masque impénétrable de préoccupation civique. Mais pendant une fraction de seconde, alors que son regard se posait sur le journal qu'elle tenait dans ses mains, Chloé vit autre chose. Un éclair fugace, presque imperceptible, de calcul froid, peut-être même de peur. À cet instant précis, elle comprit l'ampleur du danger auquel son père avait fait face. La bataille N n'était pas terminée avec sa mort. Pour Chloé, elle ne faisait que commencer. Mais cela, N, était que le début de ce qui allait suivre. L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir est bien plus qu'une simple enquête. C'est le combat d'une fille pour la mémoire de son père et la quête d'une vérité enfouie sous le poids du pouvoir et du silence. Si cette histoire vous touche déjà, montrez-le nous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite des événements. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Et posez-vous cette question, qu'auriez-vous fait dans une telle situation? Pensez-vous que vous auriez eu la force de vous battre contre un ennemi si puissant, avec pour seule arme, les mots d'un fantôme? Pour comprendre la portée de cette découverte, il faut remonter le temps, 20 ans en arrière, en 1991. La petite ville côtière vivait alors à un rythme différent, un rythme dicté par les marées et les saisons de pêche. Était une communauté soudée, où les familles se connaissaient depuis des générations, unies par un respect profond et une crainte ancestrale de l'océan. Mais, un vent de modernité soufflait sur la côte bretonne. La promesse d'un avenir plus prospère, incarnée par le projet pharaonique de la Grande Digue, commençait à semer la division. Certains y voyaient une protection nécessaire et une aubaine économique, une chance d'attirer le tourisme et de créer des emplois. D'autres, plus méfiants, y percevaient une menace, une cicatrice de béton qui altérerait à jamais le visage sauvage et authentique de leur littoral. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange d'espoir et d'appréhension. Au cœur de cette dualité se tenait Alain Le Goff. Plus qu'un simple gardien de phare, il était une figure emblématique, une conscience pour la communauté. Sa famille veillait sur ce bout de côte depuis un siècle. Alain N. n'était pas un homme de grands discours, mais ses actes parlaient pour lui. Écologiste avant l'heure, il connaissait chaque rocher, chaque courant, chaque espèce marine, comme sa propre poche. Pour lui, la mer N n'était pas une ressource à exploiter, mais un organisme vivant à préserver. Sa réputation d'intégrité était sans faille, même si son intransigeance sur les questions environnementales lui valait parfois l'aile, étiquette de passéiste. Pour sa jeune fille, Chloé, il était un héros, un géant qui dialoguait avec le vent et les étoiles, un protecteur non seulement du phare, mais d'un monde entier, fragile et précieux. Face à lui se dressait Vincent Moreau. Il était tout l'opposé d'Alain. Arrivé de la ville avec ses costumes bien coupés et ses promesses enjôleuses, il incarnait le progrès, l'ambition et le pouvoir de l'argent. PDG de Moreau Construction Maritime, il était charismatique, persuasif, et savait exactement quels mots utiliser pour séduire les élus locaux et la population en quête de sécurité et de travail. Il présentait la digue comme son chef-œuvre, un rempart qui dompterait la fureur de l'Atlantique et apporterait la prospérité pour des décennies. Moreau N. n'était pas seulement un entrepreneur. Était un bâtisseur d'empire, un homme qui ne laissait rien ni personne se mettre en travers de son chemin. Il voyait la nature non pas comme un héritage à protéger, mais comme une matière première à modeler selon sa volonté. Le conflit entre les deux hommes était inévitable. Une confrontation entre deux visions du monde. Dès les premières réunions publiques, leurs voix s'opposèrent avec une force irréconciliable. Moreau, armé de graphiques et de projections économiques, parlait de croissance, de sécurité et d'avenir. Il peignait un tableau idyllique d'une ville balnéaire florissante protégée des caprices de l'océan. Alain Le Goff, lui, répondait avec des faits bruts, des études sur l'érosion des fonds marins, la destruction des frayères, et l'impact irréversible sur la biodiversité locale. Il parlait avec la passion d'un homme qui défendait sa maison. Lentement mais sûrement, la ville se fractura. Les discussions dans les cafés et sur les quais devinrent plus âpres. Il fallait choisir son camp, celui du gardien du passé, ou celui de l'architecte du futur. Au milieu de cette tempête naissante, la relation entre Alain et Chloé était un havre de paix. Leur vie était rythmée par les rituels du phare. Chaque soir, elle l'observait allumer la grande lanterne, un geste qui lui semblait magique, repoussant les ténèbres pour guider les marins. Il lui apprenait à lire les cartes marines, à reconnaître le chant des oiseaux de mer, à comprendre le langage silencieux des vagues. Était un père aimant et attentif qui lui transmettait non seulement son savoir, mais surtout son amour infini pour cet environnement. Ces moments d'intimité, perchés entre ciel et mer,
forgèrent en Chloé une force de caractère et une connexion profonde avec le monde naturel, un héritage bien plus précieux que n'importe quelle fortune. Elle ne savait pas encore que ses souvenirs seraient bientôt tout ce qui lui resterait. La lutte d'Alain prit de l'ampleur. Il ne se contenta plus de prendre la parole lors des réunions. Il commença à rassembler des preuves, à constituer un dossier solide contre le projet de Moreau. Il passait ses nuits à étudier les plans, à comparer les rapports d'expertise, à écrire aux autorités régionales et aux associations de protection de l'environnement. Sa solitude était pesante, mais sa détermination était inébranlable. La réaction de Vincent Moreau changea de nature. L'amusement condescendant laissa place à une irritation visible, puis à une hostilité à peine voilée. Lors d'un conseil municipal particulièrement houleux, Moreau avait publiquement qualifié Alain d'Andé, obstacle au progrès, et de rêveur dangereux. La bataille haine était plus seulement idéologique. Elle devenait une affaire personnelle, un duel à ciel ouvert entre deux hommes que tout opposait. Puis, l'investigation d'Alain prit une tournure plus sombre. En discutant avec des ouvriers du chantier, licenciés pour avoir posé trop de questions, il entendit des rumeurs alarmantes. On parlait de béton de qualité inférieure, de sable prélevé illégalement sur des dunes protégées, de normes de sécurité bafouées, pour accélérer les travaux et réduire les coûts. Plus grave encore, il commença à soupçonner un système de corruption bien huilé, impliquant des pots de vin versés à des personnalités politiques locales, pour obtenir les permis de construire et fermer les yeux sur les irrégularités. Alain comprit alors qu'il ne se battait plus seulement contre un projet destructeur, mais contre un réseau puissant et sans scrupules. Il était plus un simple opposant. Il était devenu un témoin gênant, une menace directe pour la fortune et la réputation de Vincent Moreau. Les dernières semaines avant sa disparition, en mai 1991, furent marquées par une atmosphère de peur. Le chantier de la digue avançait inexorablement, un monstre de béton qui dévorait le littoral jour après jour. Alain se sentait de plus en plus isolé, abandonné par beaucoup de ceux qui l'avaient initialement soutenu, désormais intimidé par l'influence grandissante de Moreau. Il confia à quelques rares amis avoir reçu des menaces anonymes, des appels silencieux en pleine nuit, la sensation d'être constamment surveillé. Sa détermination ne faiblissait pas, mais une ombre d'inquiétude était installée dans son regard. Il savait qu'il touchait à quelque chose de dangereux, que la vérité qu'il s'apprêtait à révéler avait un prix qu'il était prêt à payer, sans se douter qu'il serait celui de sa propre vie. Pour la jeune Chloé, le chantier de la digue était un monstre mythologique qui dévorait la plage de son enfance. Chaque jour, elle voyait les grues élevées plus haut, entendait le martèlement incessant des marteaux-pilons, une bande-son sinistre, qui annonçait la fin de son monde. Le soir, à la table de la cuisine, l'odeur du café se mêlait à celle de l'encre des plans que son père étalait, le visage fermé. Les discussions qu'elle surprenait étaient des fragments de bataille, béton frauduleux, corruption, menaces. Elle voyait son père, son héros tranquille, se transformer. L'homme qui lui apprenait le nom des étoiles, était devenu un soldat fatigué, obsédé par des lignes et des chiffres sur du papier. Il ne combattait plus seulement un projet, il luttait contre une ombre qui étendait sur leur vie, une ombre qui portait le nom de Vincent Moreau, et qui menaçait d'éteindre la lumière du phare. Pendant ce temps, Vincent Moreau jouait le rôle du sauveur avec une maestria redoutable. Il n'était pas un simple entrepreneur, il était un architecte de l'opinion publique. Ses discours, lors des fêtes locales, étaient déchaînés, œuvres de persuasion, mêlant promesses d'emploi, sécurité face aux tempêtes, et un avenir radieux pour les jeunes générations. Il finançait le nouvel équipement du club de football, faisait des dons généreux à la paroisse, et serrait chaque main avec un sourire qui semblait sincère. En coulisses, sa stratégie était plus brutale. Il isolait Alain Le Goff, le dépeignant habilement comme un anachronique, un ennemi du progrès qui préférait la compagnie des oiseaux à celle des hommes, et qui était prêt à sacrifier l'avenir des enfants de la ville, pour préserver quelques crabes. Il transformait une juste cause en l'obsession d'un homme seul, marginalisant sa voix jusqu'à la rendre presque inaudible. La communauté, autrefois unie comme les pierres d'un vieux mur, se fissurait sous la pression. Le projet de la digue était plus un sujet de débat, mais une ligne de fracture qui traversait les familles et brisait des amitiés de longue date. Sur le port, les pêcheurs qui soutenaient Alain par conviction écologique se taisaient, craignant de perdre leur place à quai. Dans les commerces, on baissait la voix pour critiquer Moreau, dont l'influence grandissante pouvait faire ou défaire une petite entreprise. L'espoir d'un travail stable sur le chantier était un argument puissant presque impossible à contrer dans une région touchée par le chômage. Le dilemme était cruel. Fallait-il défendre âme du littoral, ou nourrir sa famille? Lentement, insidieusement,
La peur et la promesse économique l'emportèrent sur la loyauté et la prudence, laissant Alain Le Goff, de plus en plus seul dans sa croisade. À la gendarmerie locale, un jeune officier du nom de Didier Martin observait cette tension croissante, avec un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Contrairement à ses supérieurs, plus sensibles aux pressions politiques et aux discours rassurants de Moreau, Martin sentait que quelque chose de malsain se tramait. Il avait reçu quelques appels anonymes d'ouvriers parlant de livraison nocturne de matériaux suspects et d'accidents du travail étouffés. Lorsqu'il avait tenté d'ouvrir une enquête préliminaire, sa hiérarchie lui avait sèchement rappelé que sa mission était de maintenir l'ordre, pas de freiner le développement économique de la région. On lui avait conseillé de ne pas prêter attention aux élucubrations d'un gardien de phare aigri. Frustré et impuissant, Martin ne pouvait que consigner ses doutes dans des notes personnelles, un pressentiment tenace que cette digue était construite sur des fondations bien plus pourries que le simple béton de mauvaise qualité. Dans la tour solitaire du phare, l'atmosphère était devenue pesante, chargée d'une anxiété palpable. Alain passait de longues heures enfermé dans son bureau, le dos voûté sur son journal. Ce carnet de cuir N était plus un simple recueil de pensées. Il était devenu son arsenal, son témoin unique et silencieux. Il y consignait chaque menace, chaque découverte, chaque nom, avec la précision d'un greffier préparant un procès. Chloé le voyait parfois lever les yeux de ses pages, le regard perdu au loin, comme s'il calculait les risques. La veille de sa disparition, il l'avait prise dans ses bras, plus fort que d'habitude, et lui avait dit « Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que la vérité, comme la marée, finit toujours par remonter à la surface. Parfois il faut juste être très patient. » Était un adieu déguisé, un testament murmuré à l'oreille de sa fille. La nuit du 23 mai 1991 était épaisse et sans lune, un linceul de brouillard humide s'accrochant à la côte. La visibilité était quasi nulle, le son de la corne de brume du phare, résonnant comme un avertissement funèbre. Alain Le Goff avait annoncé qu'il devait se rendre à un rendez-vous crucial sur le chantier même de la digue, une dernière tentative, disait-il, pour raisonner Moreau. Il avait enfilé son lourd caban bleu marine, celui qui sentait le sel et la pluie. Avant de partir, son geste fut presque rituel. Il glissa le journal intime dans la poche intérieure, le tapotant comme pour s'assurer de sa présence. Son visage, à la lueur de la lampe, était un masque de détermination et de gravité. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, mais la résolution froide d'un homme qui marche vers une confrontation dont il sait qu'il ne sortira peut-être pas indemne. Le lendemain matin, sa barque fut retrouvée, dérivant sans but à quelques centaines de mètres du chantier. Il n'y avait aucun signe de lutte, juste une rame flottant à proximité. L'enquête, menée sous la supervision d'un Didier Martin contraint, fut d'une brièveté déconcertante. La thèse de l'accident fut immédiatement privilégiée. Dans le brouillard, Alain aurait heurté une balise, ou glissé par-dessus bord, emporté par les courants froids. Vincent Moreau, interrogé comme simple témoin, nia farouchement avoir eu rendez-vous avec Le Goff cette nuit-là, fournissant un alibi solide confirmé par plusieurs de ses employés. Sans preuve matérielle, et sous la pression des élus locaux pressés de clore ce chapitre embarrassant, l'affaire fut classée en moins d'une semaine. Noyade accidentelle. Fin de l'histoire. Pour Martin, ce fut le début d'un regret qui le hanterait pendant 20 ans. La digue fut achevée quelques mois plus tard, inaugurée en grande pompe. Elle devint le symbole de la victoire de la modernité sur les forces rétrogrades, un monument à la gloire de Vincent Moreau, désormais perçu comme le bienfaiteur de la région. Le nom d'Alain Le Goff, lui, fut progressivement enseveli sous le béton du silence et de l'oubli collectif. Il devint une légende triste. Un fantôme dont on parlait à voix basse les soirs de tempête. Pour Chloé, cette absence devint le fondement de sa vie. Elle grandit avec ce vide, cette injustice non résolue, qui la poussa à chercher des certitudes dans la science, loin des mensonges des hommes. Le mur de béton qui protégeait la ville était aussi le mur qui la séparait à jamais de la vérité sur la mort de son père. Un mur qui, croyait-elle, ne se fissurerait jamais. De retour dans la solitude du phare, loin du chaos de la digue éventrée, Chloé posa le carnet sur la vieille table en chêne de son père. Le silence N était rompu que par le cri lointain des goélands et le murmure apaisant du ressac. L'objet semblait absorber la lumière de la pièce. Elle l'ouvrit avec une précaution quasi religieuse. Une odeur de cave, de sel et de temps arrêté s'en échappa, un parfum poignant, qui lui noua la gorge. Les premières pages, datées de la fin de l'année 1990, étaient pas celles d'un homme en guerre, mais d'un amoureux de la nature. Alain y décrivait avec une précision poétique, les migrations des sternes, la couleur de l'eau au lever du soleil, la fragilité des herbiers marins menacés par le projet.
Pour Chloé, Saga était comme entendre à nouveau la voix de son père, calme et passionné, avant que la tempête ne se lève. En tournant les pages, le ton changea radicalement. Elle, écriture, autrefois posée, devint plus acérée, plus factuelle. Chloé, la scientifique, reconnut immédiatement la rigueur de la démarche. Son père ne se contentait plus d'observer la nature. Il analysait, elle, œuvre des hommes. Il notait des références techniques, des numéros de lots de ciment, des observations précises faites à la jumelle depuis le sommet du phare. Une entrée du 15 février 1991 détaillait « Utilisation confirmée de béton de classe B25 pour les fondations sous-marines, alors que le cahier des charges exige du PMES, prisméro-sulfaté. Économie estimée pour Moreau, 300 000 francs. Risque de corrosion accélérée des armatures. Ce N était plus de L, écologie, C, était une enquête criminelle. La fierté de Chloé, pour la méticulosité de son père, se mêlait à une angoisse grandissante. Il savait exactement où chercher. La confrontation directe ne tarda pas à apparaître dans le récit. Une page entière, datée du 3 mars 1991, était consacrée à une altercation avec Vincent Moreau sur le chantier. Alain avait tenté de lui présenter ses conclusions sur la qualité des matériaux. La réponse de l'entrepreneur, retranscrite mot pour mot, était glaciale. Moreau m'a dit que je n'y étais qu'un gardien de cailloux et que je ferais mieux de m'occuper de ma lanterne. Il a ajouté que certains obstacles, qu'ils soient de pierre ou de chair, devaient parfois être dynamités pour que le progrès puisse passer. En lisant ces lignes, Chloé sentit une vague de fureur monter en elle. Ce N n'était pas une simple menace voilée, C était une déclaration d'intention, une sentence prononcée avec l'arrogance de celui qui se croit intouchable. L'image du notable respecté s'effritait pour révéler le prédateur. Le journal témoignait aussi de la solitude croissante de son père. Il décrivait comment les portes se fermaient, comment les amis d'enfance détournaient le regard sur le port. J'ai croisé Pierre ce matin. Il a fait semblant de vérifier ses casiers pour ne pas avoir à me saluer. Sa femme travaille désormais au secrétariat du chantier de Moreau. Chaque ligne était une blessure. Alain ne se battait pas seulement contre un géant du BTP, mais contre la peur et la nécessité économique qui gangrenaient sa propre communauté. Chloé se souvint, avec une culpabilité cuisante, de son impatience d'adolescente face à un père de plus en plus absent, obsédé par ses dossiers. Elle comprenait maintenant qu'il ne s'entend, était pas éloigné d'elle. Il essayait de protéger un monde qu'il savait condamné, et il le faisait terriblement seul. Puis vint une piste concrète. Un nom qui fit basculer la lecture dans une autre dimension. Transport Legrand. Une petite société locale chargée de l'acheminement du ciment. Alain avait noté, sur plusieurs semaines, les allées et venues nocturnes de leurs camions, bien en dehors des heures de travail officielles. Il avait relevé des plaques d'immatriculation, des heures précises, et avait même réussi à obtenir la copie d'un bon de livraison qui lui semblait suspect. La signature est une imitation grossière. Le poids déclaré est supérieur de 20% au poids réel supporté par ce type de camion. Ils ne livrent pas que du ciment. Ils blanchissent de l'argent ou dissimulent quelque chose. Pour Chloé, ces détails étaient une bouffée d'oxygène. La douleur laissait place à la concentration. Ce N était plus un journal intime, C était une feuille de route. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas avancer seule. Les noms, les dates, les détails techniques nécessitaient une expertise, une autorité qu'elle n'avait pas. Son esprit cartésien lui dicta la marche à suivre. Il lui fallait un allié, quelqu'un qui connaissait les rouages de l'Eune, époque, quelqu'un qui avait peut-être eu ses propres doutes. Un nom s'imposa à elle, celui du commissaire à la retraite qui avait si rapidement classé l'affaire. Didier Martin. Elle hésita longuement, le téléphone à la main. Et s'il la renvoyait, la traitant de folle, d'enfant incapable de faire son deuil? Mais une phrase de son père, écrite quelques jours avant sa mort, lui donna le courage nécessaire. La plus grande lâcheté n'est pas d'avoir peur, mais de laisser la peur dicter le silence. Elle composa le numéro, sa voix tremblant à peine. Didier Martin la reçut dans le petit pavillon où il coulait une retraite paisible, hanté par les fantômes de ses anciennes affaires. Il levelle, écouta d'abord avec une patience polie, le regard empreint de cette pitié qu'elle ne supportait plus. Mais lorsque Chloé ouvrit le carnet sur la table de son salon et lui montra les entrées concernant les transports Legrand et les rapports falsifiés, le vieil homme se redressa. Une lueur s'alluma dans ses yeux fatigués. Il se souvenait. Il se souvenait de cette piste qu'il avait voulu explorer, de cette intuition qu'on lui avait ordonné d'ignorer. Legrand. Ce type a fait faillite et a quitté la région 6 mois après la fin du chantier. On nous a dit de ne pas creuser, murmura-t-il, comme pour lui-même.
Le journal N n'était pas une accusation, C était une absolution pour le policier qui avait été contraint au silence. Alors que Martin feuilletait le carnet avec une attention renouvelée, son doigt s'arrêta sur l'une des dernières pages de garde. Chloé n'y avait vu qu'une série de gribouillis sans importance, des tests de stylo peut-être. Mais l'aile, œil exercé de l'ancien enquêteur, y vit autre chose. Ce N n'était pas des dessins aléatoires. C était une suite de chiffres et de lettres, organisés en blocs distincts. 48,8584 degrés nord, 2 degrés est, 7, 5, B, 4. CH 890024. Ce N n'était pas une pensée ni un souvenir. C était un code. Martin releva lentement la tête, son regard n'exprimant plus la pitié, mais une intense concentration. Votre père ne consignait pas seulement des preuves, Chloé, il vous a laissé une carte au trésor. Et je crains que le trésor ne soit beaucoup plus dangereux qu'un simple défaut de construction. L'atmosphère dans le petit salon de Didier Martin S. était métamorphosée. La tristesse qui flottait dans l'air, alimentée par les souvenirs douloureux, S. était dissipée pour laisser place à une tension électrique, presque palpable. La découverte de cette suite de caractères cryptiques avait transformé la quête mémorielle de Chloé en une véritable investigation. Le journal N était plus seulement le testament d'un père aimant, mais une arme chargée, dont il devait maintenant apprendre à se servir. Chloé sentait son cœur battre à un rythme effréné, un mélange d'appréhension et d'une étrange exaltation. Pour la première fois depuis 20 ans, elle, N, était plus une victime passive du passé, mais une actrice sur le point de le déterrer. À ses côtés, Didier Martin avait rajeuni de 10 ans. La lassitude avait quitté ses épaules, remplacée par la posture droite et elle, œil vif du flic qu'il n'avait jamais vraiment cessé, d'être. Le regret S était muet en une seconde chance. Leur premier réflexe fut de s'attaquer à la séquence la plus reconnaissable. 48,8584 degrés nord, 2 degrés est. Martin, même à la retraite, conservait les réflexes d'une époque où la technologie commençait à peine à s'immiscer dans le travail policier. Il se dirigea vers son vieil ordinateur, tapa les chiffres avec une lenteur appliquée sur un moteur de recherche cartographique. L'image satellite s'afficha, zoomant progressivement sur un point précis. Le silence S épaissit tandis que l'écran révélait non pas un lieu isolé sur la côte bretonne, ni un entrepôt suspect, mais le cœur battant de Paris. Plus précisément, un immeuble haussmannien situé à quelques pas de la Tour Eiffel. La surprise fut totale. Quel lien pouvait bien exister entre le combat d'un gardien de phare breton et cette adresse prestigieuse de la capitale? La découverte soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses, élargissant soudainement le périmètre de l'affaire bien au-delà des frontières de leur petite communauté. Ils se penchèrent ensuite sur la deuxième inscription. 75B4. Chloé n'y voyait qu'un code abscon, mais pour Martin, C était un langage familier. 75, c'est le code du département de Paris. Ça confirme que ton père cherchait quelque chose là-bas, expliqua-t-il, le doigt pointé sur le carnet. B4. Ça ressemble à une référence d'archivage. Pas forcément une archive de police, ça pourrait être n'importe quoi. Une consigne, un casier judiciaire, une cote de notaire. Cette simple déduction changeait radicalement la perspective. Alain Le Goff n'avait pas seulement mené une contre-enquête sur la digue. Il avait suivi une piste qui l'avait conduit jusqu'à Paris, où il avait manifestement trouvé une information si cruciale qu'il l'avait codée dans son journal. L'image de son père, seul contre tous, se transformait en celle d'un homme méthodique, traquant un secret bien plus vaste et bien plus organisé qu'une simple fraude locale. Le troisième code, CH 890024, fut celui qui glaça le sang de Chloé. Le préfixe CH ne laissait que peu de place au doute. Suisse, murmura Martin, confirmant sa pensée. C'est la structure d'un numéro de compte bancaire. Ton père soupçonnait une corruption à grande échelle, des pots de vin. Un compte en Suisse, c'est la destination classique pour de l'argent sale. L'idée était si monstrueuse, si éloignée du monde qu'elle avait connu, qu'elle eut du mal à l'assimiler. Son père, l'homme des marais et des oiseaux, avait mis le doigt sur un circuit de blanchiment d'argent international. La construction de la digue N était peut-être que la partie visible de l'iceberg, la façade d'un système criminel bien plus profond. La motivation de Vincent Moreau pour le faire taire prenait alors une dimension bien plus terrifiante. Il ne s'agissait pas de protéger sa réputation, mais de préserver un empire financier bâti sur l'illégalité. Pour avancer, ils avaient besoin d'aide. Le monde de la finance internationale était un labyrinthe dont ni Chloé ni Martin ne possédaient les clés. L'ancien commissaire se leva et commença à arpenter la pièce, l'esprit en ébullition.
Il y a un type que je connais. Un ancien de la brigade financière. Il me doit un service depuis une vieille histoire à Brest. Il est à la retraite maintenant, mais il a gardé des contacts. Il pourrait vérifier ce numéro de compte discrètement, sans déclencher d'alarme. La proposition était risquée. Réveiller d'anciens réseaux, même amicaux, signifiait laisser une trace, alerter des gens qu'il valait mieux laisser dans l'ombre. Chloé sentit le poids de la décision. Accepter, était franchir une ligne, passer d'une quête personnelle à une confrontation directe avec un adversaire dont il commençait à peine à mesurer la puissance et la dangerosité. Elle hocha la tête, un simple mouvement qui scellait leur pacte et leur entrée en guerre. En attendant le retour de l'expert financier, ils concentrèrent leur attention sur l'adresse parisienne. Une recherche rapide sur Internet révéla que l'immeuble abritait plusieurs appartements de luxe, mais aussi, au rez-de-chaussée, une étude d'avocats spécialisés en droit des affaires, le cabinet, Vernet, et Associés. Le nom ne leur disait rien. Pourquoi son père s'intéressait-il à ce cabinet en particulier? Avait-il pris contact avec eux pour monter un dossier juridique contre Moreau? Ou bien ce cabinet était-il au contraire, impliqué dans les montages financiers de l'entrepreneur? Chaque nouvelle information semblait ouvrir une boîte de Pandore. Chloé se sentait à la fois écrasée par la complexité de l'affaire, et animée par une détermination farouche. Elle redécouvrait son père non plus comme une victime, mais comme un adversaire redoutable, qui avait préparé le terrain pour ce combat posthume. Pendant que Chloé compilait les informations sur le cabinet d'avocats, Didier Martin passa un appel. Utilisant un ton qu'elle ne lui connaissait pas, un mélange d'autorité naturelle et de familiarité calculée, il contacta une de ses anciennes connaissances, désormais en poste aux archives de Paris. Il ne mentionna ni le meurtre, ni le journal, se contentant d'OICA, évoquer une vieille affaire classée, pour laquelle il avait besoin de vérifier une simple référence administrative, 75B4. Il jouait un jeu dangereux, utilisant son ancien statut pour obtenir des informations en dehors de tout cadre légal. Chloé l'observait, fascinée, et un peu effrayée. Le paisible retraité qui cultivait son jardin avait disparu, remplacé par un prédateur patient, un enquêteur qui savait exactement comment naviguer dans les eaux troubles de la bureaucratie et du secret. Il raccrocha le visage impassible. Il me rappelle dans 1 heure. L'attente fut insoutenable. L'heure s'étira en une éternité. Puis le téléphone sonna, sa sonnerie stridente faisant sursauter Chloé. Martin décrocha, écouta en silence, posant seulement quelques questions brèves, son visage se durcissant à chaque réponse. Quand il raccrocha, il la regarda avec une gravité nouvelle. Ce n'est pas une archive. 75B4 était la référence d'un coffre-fort dans une agence de la Banque transatlantique. Le coffre a été loué de 1990 à 1992 par une société écran. Et le bénéficiaire de cette société N était autre qu'André Simonet. Le nom explosa dans la pièce comme une bombe. André Simonet. Le maire de Litsmi, époque, le plus fervent défenseur public du projet de la digue, décédé d'une crise cardiaque quelques années plus tard. La preuve était là, irréfutable. Le journal venait de leur livrer la clé de la corruption. Ce N était plus une intuition. C était un fait. La révélation concernant le coffre-fort du maire André Simonet eut l'effet d'une détonation silencieuse dans le salon de Didier Martin. Pour Chloé et l'ancien commissaire, la vérité prenait une dimension systémique, bien plus vaste et répugnante qu'ils ne l'avaient imaginé. La corruption N n'était pas un simple pot de vin isolé, mais le ciment même sur lequel la digue et la carrière de Vincent Moreau avaient été bâties. Le maire N n'était pas seulement un soutien politique, il était un complice, un bouclier institutionnel qui garantissait une impunité totale à l'entrepreneur. Alain Le Goff n'avait donc pas seulement menacé les profits d'un homme, il avait mis en péril un pacte secret, un équilibre de pouvoir occulte qui régissait la région. Son silence N n'était pas seulement souhaitable pour Moreau, il était devenu une nécessité vitale pour la survie de tout un réseau. La motivation du meurtre devenait soudainement d'une clarté effroyable. À peine avait-il eu le temps d'assimiler cette information que le téléphone de Martin sonna de nouveau, fendant l'air chargé de tension. C était son contact, l'ancien de la brigade financière. Sa voix, à l'autre bout du fil, était basse, nerveuse, presque pressée. Il prévint immédiatement Martin qu'il venait de plonger ses mains dans un véritable nid de frelons, et qu'il devait faire preuve d'une prudence extrême. Les informations qu'il avait obtenues étaient explosives. Le numéro de compte suisse, CH890024, correspondait à un compte ouvert auprès d'une banque privée genevoise, au nom d'une société écran immatriculée au Panama, du nom de Oceanic Holdings Inc. Ce compte, bien que dormant depuis des années, avait connu une activité frénétique entre 1990 et 1992.
Les sommes qui y avaient transité étaient vertigineuses, bien au-delà de ce que pouvait justifier une simple fraude aux matériaux de construction. L'expert financier livra ensuite le détail qui fit basculer l'enquête dans une nouvelle dimension, celle du grand banditisme financier. Les versements sur le compte panaméen, totalisant plus de 5 millions de francs de l'aile, époque, coïncidaient, jour pour jour, avec les dates de paiement des principales tranches du chantier par la municipalité à l'entreprise Moreau Construction Maritime. Était la signature d'un système de rétrocommission parfaitement huilé. Une part substantielle de l'argent public alloué à la construction de la digue était systématiquement détournée vers ce paradis fiscal. Mais le coup de grâce fut la révélation du véritable bénéficiaire économique de la société Écran. Après des recherches complexes dans les registres panaméens, le nom était apparu. Il s'agissait d'une société holding dont l'actionnaire unique N était autre que L, épouse de Vincent Moreau. Le lien était désormais direct, personnel et accablant. Chloé sentit un mélange vertigineux de triomphe et de pure terreur l'envahir. La preuve était là, mathématique, irréfutable. Mais la puissance de l'homme qu'elle affrontait lui apparaissait désormais dans toute son étendue. Ce N n'était pas un simple notable local, mais un criminel d'envergure internationale. Didier Martin, le visage durci, lui conseilla la plus grande prudence. « Nous ne pouvons plus faire confiance à personne ici, » murmura-t-il. S'adresser à la gendarmerie locale ou au procureur régional serait une folie, car il était impossible de savoir jusqu'où étendaient les ramifications de la corruption 20 ans plus tard. Il devait construire un dossier en béton armé, une forteresse de preuves si solide que personne, aussi puissant soit-il, ne pourrait la démolir. Leur prochaine cible était évidente. Il fallait comprendre le rôle du cabinet d'avocats parisien, Vernet et Associés, la plaque tournante de cette ingénierie criminelle. Conscients de leur isolement et du danger, ils prirent une décision stratégique, faire entrer un troisième acteur dans la partie, un électron libre, capable de créer une pression médiatique et de servir de paratonnerre. Didier Martin pensa immédiatement à Lucas Durand, un jeune journaliste d'investigation pour un hebdomadaire local. Il était connu pour sa ténacité et son refus des compromis, une réputation qui lui avait valu quelques inimitiés, mais aussi le respect de ses pairs. Martin organisa une rencontre dans un café isolé, loin des regards indiscrets. Ils lui présentèrent une version soigneusement calibrée de l'histoire, évoquant la découverte du journal, les soupçons de corruption de l'ancien maire, sans toutefois lui livrer les détails sur le compte suisse. Était un appât, juste assez pour éveiller l'instinct de prédateur du journaliste et tester sa fiabilité avant de tout lui confier. Lucas Durand ne mit pas longtemps à mordre à l'hameçon. Il comprit instantanément qu'il tenait là bien plus qu'un simple fait divers. Était l'affaire de sa carrière, une histoire de meurtre, de corruption et de secrets enfouis, qui pouvait faire trembler toute la région. Son ambition et son sens de la justice prirent le dessus. Il accepta de collaborer, promettant une discrétion absolue. Ses ressources et sa capacité à naviguer dans les archives publiques et les réseaux d'information parisiens seraient un atout majeur. Il se chargea de creuser du côté du cabinet Vernet et Associés, et de retrouver la trace de l'ancienne société de transport Legrand. Son entrée en scène marqua un tournant décisif. L'enquête N était plus confinée au secret du salon de Martin. Elle était désormais engagée dans une course contre la montre avant que l'affaire N éclate au grand jour, forçant Moreau à réagir violemment. Alors que Lucas commençait ses recherches, Chloé ressentit les premières secousses de la contre-attaque de Moreau. L'entrepreneur avait certainement été alerté par ses propres contacts. Une fuite dans l'administration ou une indiscrétion. Les manifestations de cette riposte furent d'abord subtiles, insidieuses, conçues pour l'isoler et l'effrayer. Un soir, en rentrant tard au phare, elle trouva la porte de son laboratoire marin, habituellement verrouillée, entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais des dossiers avaient été déplacés, un message silencieux signifiant « Nous savons où tu es, et ce que tu fais ». Puis il y eut ces appels téléphoniques en pleine nuit. Sans aucune voix, au bout du fil. Juste le son d'une respiration lente et régulière. Était une guerre psychologique, une tentative de briser ses nerfs avant même que la véritable bataille ne commence. La pression s'intensifia lorsque Moreau décida d'occuper le terrain médiatique. Avec une habileté redoutable, il orchestra une campagne de communication préventive. Il accorda une longue interview à un grand quotidien régional, se présentant comme un capitaine d'industrie visionnaire et un pilier de la communauté. Il y rendit un vibrant hommage à sa digue, ce rempart qui avait sauvé la ville de la catastrophe, tout en glissant, l'air de rien, quelques phrases sur la triste histoire de la famille Le Goff. Sans jamais l'attaquer directement, il évoqua l'obsession compréhensible mais douloureuse d'une fille endeuillée, peignant subtilement Chloé comme une personne instable, incapable de tourner la page et prête à salir la réputation d'honnêtes gens pour apaiser ses propres démons. Il ne se défendait pas,
Il la discréditait avant même qu'elle n'ait pu accuser. Pendant ce temps, à Paris, l'enquête de Lucas Durand progressait à grands pas. Il découvrit que le cabinet Vernet et Associés avait été, au début des années 90, une officine spécialisée dans la création de montages offshore complexes, pour une clientèle sulfureuse, mêlant hommes d'affaires et politiciens. Le cabinet avait été dissous en 1995, après que l'un de ses fondateurs eût été condamné dans une retentissante affaire de financement politique occulte. Mais la découverte la plus importante fut le nom de l'avocat, qui gérait personnellement les affaires de Moreau Construction Maritime à cette époque. Un certain Maître Pelletier, qui n'était autre qu'un associé junior chez Vernet. Ce lien prouvait que Moreau n'avait pas fait appel à eux par hasard. Il avait délibérément choisi des spécialistes de l'aile, évasion fiscale, et du secret bancaire pour monter son opération. De son côté, Didier Martin activait ses anciens réseaux, avec la patience d'un pêcheur expérimenté. Il parvint à localiser le propriétaire des Transports Legrand, un homme âgé, qui tenait désormais un petit bar dans le Morbihan. L'homme fut d'abord terrifié à l'idée de parler, mais la persévérance de Martin et la garantie de l'anonymat finirent par le faire céder. Il avoua avoir reçu d'importantes sommes en liquide de la part du chef de chantier de Moreau pour falsifier des bons de livraison de ciment, et fermer les yeux sur des étranges déchargements nocturnes près des fondations de la digue. Mais surtout il livra un nom, celui d'un ancien ouvrier, un certain Jean-Marc Toussaint, qui avait été licencié brutalement après avoir, disait-il, vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, la nuit de la disparition d'Alain Le Goff. Chaque nouvelle information ajoutait une pièce au puzzle, révélant une conspiration d'une ampleur terrifiante. Ce était plus l'histoire d'un meurtre, mais celle d'un système de prédation organisé, impliquant la corruption des élus, la criminalité financière internationale, et une culture du silence imposée par la peur. Chloé et ses alliés comprenaient qu'ils ne se contentaient pas de déterrer un crime vieux de 20 ans, ils s'attaquaient aux fondations même du pouvoir d'un homme qui avait bâti un empire sur un cadavre et des millions détournés. La menace, était plus abstraite. Moreau avait déjà tué une fois pour protéger ses secrets, et il était évident qu'il n'hésiterait pas à le faire à nouveau. L'enquête était transformée en une course mortelle, pour faire éclater la vérité, avant que leurs adversaires ne parviennent à les réduire au silence pour de bon. La localisation de Jean-Marc Toussaint devint la priorité absolue, une course contre la montre dont l'enjeu était la vie même de leur enquête. Le nom, arraché au souvenir effrayé du transporteur, était un fil ténu, une piste fragile qui pouvait se rompre à tout instant. Chloé, Didier et Lucas savaient que si Vincent Moreau apprenait qu'il cherchait cet homme, il le trouverait avant eux, et le réduirait au silence d'une manière ou d'une autre, par l'argent ou par la terreur. Le trio se sentait comme une petite cellule de résistance face à une armée invisible. Chaque appel téléphonique, chaque déplacement était désormais empreint d'une paranoïa justifiée. Ils étaient plus de simples chercheurs de vérité. Ils étaient devenus les gardiens d'un témoin qui ne savait même pas encore qu'il était la clé de voûte de toute l'affaire, et potentiellement la prochaine cible sur la liste de Moreau. Lucas Durand mobilisa toutes ses ressources de journaliste d'investigation. Il plongea dans les archives publiques, les anciens annuaires, les registres électoraux, cherchant une aiguille dans une botte de foin. La traque fut ardue, confirmant que Toussaint avait passé les 20 dernières années à essayer de disparaître. Il avait déménagé à plusieurs reprises, changeant de région, de métier, menant une existence nomade et discrète, celle d'un homme en fuite. Finalement, grâce à un recoupement entre un ancien contrat de travail et un avis d'imposition oublié, Lucas trouva une piste solide. Jean-Marc Toussaint vivait désormais sous le nom de sa mère, Jean-Marc Perrin, dans une banlieue ouvrière de Nantes. Il travaillait comme magasinier dans un entrepôt. Il n'avait pas commis de crime, mais il vivait comme un fugitif, la preuve vivante que la peur instillée par Moreau était une prison à vie. La première approche fut un échec cuisant, une démonstration brutale de la terreur qui rongeait Toussaint depuis 2 décennies. Chloé et Didier Martin firent le trajet jusqu'à Nantes, le cœur battant d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Ils trouvèrent son petit appartement au 4e étage d'un immeuble gris et anonyme. Lorsque Martin frappa à la porte, un silence suivit, puis le bruit étouffé d'un œil se collant au Judas. Ils se présentèrent calmement, mais la réaction fut immédiate et violente. Des verrous furent tirés, et une voix paniquée, déformée par la peur, leur hurla à travers la porte de le laisser tranquille, qu'il ne savait rien, qu'il se trompait de personne. Était le son d'un animal traqué, acculé dans son terrier. La porte resta close, un mur infranchissable entre eux et la vérité. Ils repartirent, le silence dans la voiture plus lourd que n'importe quelle parole. Cet échec, au lieu de la décourager, provoqua chez Chloé une réaction inattendue. La frustration initiale laissa place à une profonde vague d'empathie. Dans la voix terrorisée de cet homme, elle avait entendu un écho de la peur qu'avait dû ressentir son propre père. Elle comprit que la justice
les preuves et les arguments légaux n'auraient aucune prise sur un esprit brisé par 20 ans de silence forcé. Toussaint N n'était pas un simple témoin. Il était une autre victime de Vincent Moreau. Elle décida alors de changer radicalement de stratégie, d'abandonner l'approche de l'enquêteur pour adopter celle de la fille. Elle retourna seule devant l'immeuble, non pas pour frapper à la porte, mais pour y glisser une lettre. Une lettre qui ne parlerait pas de l'affaire, mais de l'homme que son père avait été, et du vide qu'il avait laissé. Dans cette lettre, écrite d'une main fébrile, sur un simple papier à lettres, Chloé mit toute son âme. Elle ne mentionna ni Moreau, ni la corruption, ni le journal. Elle parla d'Alain Le Goff, le père. Elle décrivit ses mains calleuses, l'odeur de sel sur son caban, la façon dont il lui expliquait le nom des étoiles depuis le sommet du phare. Elle raconta le silence qui était abattu sur leur vie après sa disparition, ce pourquoi lancinant qui l'avait hanté pendant 20 ans. Elle ne lui demandait pas de témoigner, mais de l'aider à comprendre. « Je ne cherche pas un coupable, je cherche mon père, » écrivit-elle. « S'il vous plaît, aidez-moi à faire mon deuil, à savoir simplement ce qui lui est arrivé cette nuit-là. » Elle plia la lettre, la glissa sous la porte, et repartit sans un bruit, laissant ses mots faire leur lent travail dans le silence de l'appartement. Pendant ce temps, la riposte de Vincent Moreau gagna en intensité et en sophistication. L'entrepreneur, sentant que la menace se précisait, décida de frapper ses adversaires là où ça faisait mal, leur vie professionnelle et leur crédibilité. Il commença par Lucas Durand. Par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats parisiens réputé pour ses procédures bâillons, il déposa une plainte en diffamation contre le journal, réclamant des dommages et intérêts astronomiques pour atteinte à son honneur. L'objectif n'était pas de gagner, mais d'asphyxier financièrement le journal et d'intimider sa rédaction. La direction de l'hebdomadaire, soudainement confrontée à une bataille juridique coûteuse et risquée, convoqua Lucas. La pression était immense. On lui demanda de ralentir, de vérifier ses sources à l'excès, bref, de lâcher l'affaire sans le dire ouvertement. Son avenir dans le journalisme était désormais en jeu. Didier Martin fut la cible suivante. Une lettre anonyme, étrangement bien documentée, parvint au procureur de la République et à l'inspection générale de la police nationale. Elle accusait l'ancien commissaire d'avoir profité de sa retraite pour mener une enquête parallèle illégale, de suborner des témoins, et d'utiliser ses anciens contacts pour accéder à des informations confidentielles. La plainte était un tissu de semi-vérités et de mensonges, mais elle était suffisamment crédible pour déclencher une enquête administrative. Du jour au lendemain, le vieil homme respecté se retrouva sur la défensive, convoqué, interrogé, contraint de justifier chacun de ses actes. Moreau ne se contentait pas de le menacer. Il retournait contre lui l'institution que Martin avait servie toute sa vie, transformant son honneur en une arme pointée sur sa tempe. Sa pension, sa réputation, tout était menacé. Chloé, elle, fut attaquée sur son propre terrain, celui de la rigueur scientifique. Une plainte, tout aussi anonyme et opportune, fut déposée auprès de la direction de son institut de recherche marine. Elle mettait en doute la validité des données d'une de ses récentes publications sur l'impact de l'érosion côtière, insinuant une possible manipulation des résultats pour servir un agenda personnel. L'accusation était absurde, mais dans le monde académique, le simple soupçon de fraude scientifique est dévastateur. Une commission d'enquête interne fut immédiatement mise en place. Chloé fut suspendue de ses fonctions de laboratoire le temps de l'investigation, mise au ban par ses propres collègues. Moreau la privait de son sanctuaire, de son identité de scientifique, la ramenant de force à son seul statut de fille endeuillée et obsédée, exactement comme il l'avait dépeinte dans les médias. La stratégie était claire: les isoler, les discréditer, les détruire un par un. La pression coordonnée de Moreau faillit atteindre son but. Le trio traversa une crise profonde. Lors d'une réunion clandestine dans l'arrière-salle d'un bar, la tension éclata. Lucas, blême, avoua qu'il risquait le licenciement, et que son rédacteur en chef lui interdisait désormais de travailler sur l'affaire. Didier Martin, fatigué et amer, confia qu'il était traité comme un suspect par ses anciens collègues. Le doute s'installa. Continuer semblait suicidaire. Ce fut Chloé, celle qui avait le plus à perdre sur le plan personnel, qui ranima la flamme. « Vous ne comprenez pas ?» leur dit-elle, la voix vibrante d'une colère froide. Sa réaction est la preuve. Un innocent ne se battrait pas avec une telle fureur, une telle perversité. Il a peur. Nous lui faisons peur. C'est maintenant qu'il ne faut rien lâcher. Sa détermination, née du deuil et forgée dans l'injustice, fut contagieuse. Ils décidèrent de continuer, ensemble. Le surlendemain, alors que tout semblait perdu,
Le téléphone de Chloé sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha, le souffle court. Une voix d'homme, basse et hésitante, se présenta. « C'est Jean-Marc, Perrin. J'ai reçu votre lettre. » Un long silence s'installa, si dense que Chloé pouvait entendre la respiration saccadée de l'homme à l'autre bout du fil. « Je ne peux plus. 20 ans que je vis avec ça sur la conscience. Votre père était un homme bien. Il ne méritait pas ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Chloé, des larmes de soulagement et de gratitude. Toussaint acceptait de parler. Il acceptait de leur raconter ce qu'il avait vu cette nuit de mai 1991. Il posa ses conditions. Un lieu public, un café bondé dans le centre de Nantes, dans 2 jours. Il ne voulait prendre aucun risque. La lettre de Chloé n'avait pas seulement brisé le silence d'un homme, elle venait de rouvrir la tombe d'Alain Le Goff. La nouvelle électrisa le trio. L'abattement laissa place à une fébrilité intense, un mélange d'excitation et de danger imminent. Ce témoignage était la pièce maîtresse qui leur manquait, la parole humaine qui viendrait donner vie aux preuves matérielles qu'ils avaient accumulées. Était leur va-tout. Ils préparèrent la rencontre avec une précision militaire, anticipant tous les scénarios possibles, y compris le pire. Moreau avait des yeux et des oreilles partout, et il était impensable qu'il les laisse rencontrer Toussaint sans réagir. La confrontation haine était plus une abstraction juridique ou médiatique. Elle allait devenir physique, réelle. Dans 48 heures, il serait face à l'homme qui avait vu un meurtre se commettre. Et quelque part, dans l'ombre, Vincent Moreau le prédateur se préparait lui aussi, prêt à tout pour que la vérité reste à jamais enfouie. Le café nantais choisi par Jean-Marc Toussaint est un microcosme de vie trépidante, un vacarme de conversation, de tasses qui s'entrechoquent et de sifflements de la machine à expresso. Assis à une table près de la baie vitrée, Chloé, Didier et Lucas forment une île de silence tendue au milieu de cet océan de normalité. L'air est lourd, saturé de l'odeur de café torréfié et de viennoiserie chaude, mais pour eux, il est surtout chargé d'une attente insoutenable, presque électrique. Chaque nouvelle personne qui pousse la porte est scrutée, évaluée, disséquée. Ils cherchent un visage usé par le temps et la peur, le visage d'un fantôme. La paranoïa est leur compagne de table. Ils savent que Moreau a des yeux et des oreilles partout, et la silhouette d'un homme seul lisant son journal dans un coin leur semble soudainement menaçante, suspecte. Le temps étire, chaque minute pesant une tonne. Puis un homme entre, se détachant de la foule par sa seule hésitation. Il a la 50aine passée, mais son dos est voûté comme celui d'un vieillard. Ses cheveux sont rares, son visage est un parchemin de rides creusé par l'inquiétude. Il s'arrête sur le seuil, ses yeux balayant la salle avec la panique d'un animal traqué cherchant une issue. Il ne correspond à aucune photo, mais ils savent que c'est lui. Son regard croise celui de Chloé, et une lueur de reconnaissance mêlée de terreur pure passe dans ses yeux. Il semble sur le point de faire demi-tour, de fuir à nouveau, de replonger dans l'anonymat qui a été son refuge pendant 20 ans. Mais quelque chose dans le regard de Chloé, une supplique silencieuse, le retient. Il inspire profondément, comme un homme qui s'apprête à plonger en eau glacée, et s'avance vers leur table d'un pas lent, traînant, chaque mètre semblant lui coûter un effort surhumain. Lorsqu'il s'assied, la chaise grince sous son poids. Jean-Marc Toussaint ne les regarde pas. Son attention est entièrement captée par le verre d'eau posé devant lui, dont il suit les reflets, avec une concentration maladive. Ses mains, posées à plat sur la table, tremblent de manière incontrôlable. Autour d'eux, le bruit du café continue, mais pour les 4 personnes à cette table, c'est comme si le son avait été coupé, remplacé par le bourdonnement assourdissant de 20 années de silence. Chloé ouvre la bouche pour le remercier, mais aucun son ne sort. Les mots se coincent dans sa gorge, étouffés par la pôle, énormité du moment. Toussaint secoue la tête, un geste bref hélas. Il n'a pas besoin de remerciements. Il a besoin de se vider, de purger le poison qui le ronge de l'intérieur. Il lève enfin les yeux vers elle, et dans ce regard, Chloé voit un abîme de culpabilité et de peur. Sa voix, lorsqu'elle se élève enfin, n'est qu'un murmure rauque, éraillé par la désuétude. Il doit se pencher par-dessus la table pour qu'il puisse l'entendre. Il raconte cette nuit de mai 1991. Il n'avait que 22 ans, un jeune ouvrier essayant de gagner quelques francs de plus en faisant des heures non déclarées. Il se souvient du froid, une humidité pénétrante qui semblait venir des entrailles de la terre. Et le brouillard. Un brouillard à couper au couteau, si épais que les projecteurs du chantier ne dessinaient que des halos fantomatiques. Le silence était presque total, oppressant, rompu seulement par le gémissement lugubre de la corne de brume du phare, le phare d'Alain Le Goff. Il travaillait seul près des fondations,
dans une section du chantier plongé dans une semi-obscurité, se sentant comme le dernier homme sur Terre, ignorant qu'il allait devenir le seul témoin de la fin d'un monde. C'est alors qu'il a vu les deux silhouettes se matérialiser dans la brume, près du trou béant creusé, pour l'un des piliers principaux de la digue. Même de loin, leur identité était évidente. La stature massive et autoritaire de Vincent Moreau, contrastait avec la silhouette plus fine mais tout aussi droite d'Alain Le Goff. Toussaint s'est caché instinctivement derrière une pile de parpaings, le cœur battant à tout rompre. La conversation a commencé à voix basse, tendue, puis a rapidement enflé. Les mots lui parvenaient par bribes, portés par le vent humide. Preuves irréfutables. Béton frauduleux. Corruption. Chantage. Il a entendu la voix d'Alain, calme mais inflexible, dire « C'est fini Moreau. Demain tout le monde saura la vérité. » La réponse de l'entrepreneur fut un grognement de bête blessée. Un son de pure haine, qui glaça le sang du jeune ouvrier. La tension verbale a basculé dans la violence physique avec une soudaineté effroyable. Moreau, hors de lui, a attrapé Alain par le col de son caban, le secouant comme un vulgaire chiffon. Alain ne s'est pas laissé faire. Il s'est dégagé d'un coup sec, repoussant Moreau. C'est à cet instant que Toussaint a entendu la phrase qui allait hanter ses nuits pour les 20 années à venir, une phrase prononcée avec une froideur meurtrière, chaque mot étant une lame de glace. Vincent Moreau, le visage déformé par la rage, a sifflé. « Tu viens de signer ton arrêt de mort, Le Goff. Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Ce N était plus une menace. C était une sentence. Dans le silence qui a suivi, Toussaint a compris qu'il était en train d'assister à quelque chose d'irréversible, que la ligne entre la dispute et le meurtre était sur le point d'être franchie sous ses yeux. Le récit de Toussaint s'interrompt, sa gorge se noue, il boit une gorgée d'eau, sa main tremblante faisant teinter le verre contre ses dents. Il reprend, la voix brisée. Moreau, dans un accès de fureur aveugle, a poussé Alain avec une force inouïe. La poussée N était pas faite pour intimider, mais pour détruire. Sur le sol glissant, couvert de boue et de gravats, Alain n'a eu aucune chance. Il a perdu, équilibre, ses bras battant l'air pour trouver un appui inexistant. Il a basculé en arrière, dans le silence, et a disparu dans la fosse de fondation. Toussaint n'a pas vu la chute, mais il l'a entendu. Un bruit sourd, mat, horrible. Le son d'un crâne, heurtant une des barres de ferraillage, qui hérissait le fond de la fosse. Un son qui a mis fin à une vie, et qui a instantanément scellé le destin de Jean-Marc Toussaint, le transformant de simple ouvrier en détenteur d'un secret mortel. Moreau est resté figé un instant, le souffle court, comme surpris par sa propre violence. Puis il s'est penché au-dessus du trou, scrutant l'obscurité. Toussaint a vu son visage à la lueur d'un projecteur lointain. La panique initiale a été rapidement balayée par un calcul froid et reptilien. C'est alors qu'il a remarqué un objet tombé près du bord de la fosse pendant la lutte. Un petit carnet de cuir sombre. Le journal. Moreau l'a ramassé, l'a feuilleté rageusement, puis une idée monstrueuse a semblé germer dans son esprit. Son regard s'est fait prédateur, balayant le chantier désert. Il a vu la bétonnière, prête pour la coulée du lendemain, et Toussaint a compris, avec une horreur qui lui a soulevé l'estomac, ce que l'entrepreneur s'apprêtait à faire. Il n'allait pas seulement cacher son crime, il allait l'emmurer, le fondre dans son chèvre, œuvre de béton. La suite s'est déroulée avec une efficacité terrifiante. Moreau a agi comme un automate possédé. Il a couru vers une cabane à outils, en est ressorti avec une petite boîte métallique et un pot de goudron. Il a fourré le journal dans la boîte, l'a scellé grossièrement mais efficacement, puis est retourné au bord de la fosse. Avec une agilité surprenante, il a descendu l'échelle, a placé la boîte dans une anfractuosité du ferraillage, un espace qui semblait presque prévu à cet effet. Toussaint, pétrifié derrière sa cachette, a prié pour qu'Alain soit déjà mort, pour qu'il ne soit pas conscient de ce qui allait suivre. Il priait pour ne pas entendre un gémissement, un appel à l'aide, venu du fond de cette tombe improvisée. Mais il n'y eut que le silence, un silence de mort qui précédait l'ensevelissement. Le point culminant de l'horreur fut le bruit. Moreau a grimpé hors de la fosse et a mis en marche la bétonnière. Le rugissement du moteur diesel a déchiré le silence de la nuit. Un vacarme assourdissant qui a couvert le bruit des vagues et le son de la corne de brume. Puis, il a actionné le déversement. Toussaint a regardé, impuissant, le flot lent et grisâtre du béton liquide commencer à remplir la fosse. Était une scène surréaliste, une coulée de lave froide et mortelle. Le béton a d'abord recouvert la boîte métallique, puis a continué à monter, inexorablement, recouvrant le fond de la fosse, et avec lui, le corps d'Alain Le Goff. Moreau ne se contentait pas de tuer son ennemi, il le faisait disparaître de la surface de la terre,
l'intégrant à la structure même qu'il avait combattue, transformant la grande digue en un gigantesque sarcophage, un monument à sa propre impunité. Le lendemain matin, le chef de chantier, un homme brutal et fidèle à Moreau, a pris Toussaint à part. Il ne lui a posé aucune question. Il lui a simplement mis une épaisse enveloppe remplie de billets dans la main. « Tu es un jeune qui a de l'avenir ?» lui a-t-il dit, son regard dur comme l'acier. Et les gens qui ont de l'avenir savent quand ils n'ont rien vu et rien entendu. C'est un petit bonus pour ton excellent travail. La menace était à peine voilée mais absolument claire. Toussaint a compris qu'il avait le choix entre une vie de silence et de peur, ou une mort rapide et discrète. Il a pris l'argent. Il a quitté la ville la semaine suivante sans même dire au revoir à ses amis. Depuis ce jour, il n'a cessé de fuir, changeant de nom, de vie, mais jamais il n'a pu fuir le souvenir de ce bruit sourd et du rugissement de la bétonnière. Chloé est restée immobile pendant tout le récit, son visage, une statue de douleur. Les larmes qu'elle avait retenues coulaient maintenant librement sur ses joues, des larmes silencieuses pour une horreur enfin nommée. Le mystère abstrait de la disparition de son père venait d'être remplacé par une série d'images d'une brutalité insoutenable. La dispute, la poussée, le son du crâne qui heurte le métal, et le béton qui recouvre tout. Ce N était plus une affaire de corruption, de chiffres sur un compte en Suisse. C était l'histoire d'un meurtre sauvage, commis de sang-froid, et dissimulé avec une perversité diabolique. Le deuil, qu'elle pensait avoir apprivoisé, la submergeait avec la violence d'un tsunami, mais cette fois, il était accompagné d'une certitude. Elle savait. Elle savait ce qu'on avait fait à son père. Didier Martin, qui avait tout enregistré discrètement sur un petit dictaphone, posa une main réconfortante sur le bras de Chloé. Il se tourna ensuite vers Toussaint, dont le visage était baigné de sueur et de larmes. L'homme qui venait de parler N était plus l'animal traqué du début. C était un homme brisé, qui venait de se libérer d'un fardeau de 20 ans. La voix de l'ancien commissaire était douce, mais ferme. « Monsieur Toussaint, êtes-vous prêt à répéter tout cela, officiellement devant un juge d'instruction ?» Un long silence s'installa, seulement troublé par les bruits du café qui leur parvenaient comme d'un autre monde. Toussaint regarda Chloé, son visage ravagé par le chagrin, et il y vit le reflet de sa propre culpabilité. Après une éternité, il hocha lentement la tête. « Oui, murmura-t-il, je le ferai, pour lui, pour votre père. » La dernière digue venait de céder. Le témoignage de Jean-Marc Toussaint, enregistré sur le petit dictaphone de Didier Martin, devint la pierre angulaire qui fit basculer l'AL, édifice de mensonges de Vincent Moreau. Conscient que le réseau de corruption locale pouvait encore étouffer l'affaire, ils prirent une décision radicale. Martin utilisa son ultime contact, un ancien collègue occupant un poste élevé à la direction centrale de la police judiciaire à Paris. En moins de 24 heures, le dossier changea de dimension. L'enquête fut retirée des mains de la gendarmerie locale et confiée à une cellule spécialisée dans les homicides non résolus et la grande criminalité financière. Pour la première fois, Chloé sentit que la machine judiciaire, si longtemps grippée par l'influence et la peur, se mettait enfin en marche pour son père. L'arrestation de Vincent Moreau N était plus une question de si, mais de quand. La peur changeait de camp, lentement, mais inexorablement. L'interpellation eut lieu à l'aube, une semaine plus tard. Ce ne fut pas une scène spectaculaire, mais un acte d'une banalité clinique qui rendit la chute de l'homme d'affaires d'autant plus saisissante. Les enquêteurs de la DCPJ se présentèrent à la grille de sa somptueuse villa surplombant la mer, sans gyrophare ni fracas. Vincent Moreau, surpris dans son luxueux peignoir de soie, tenta d'abord de jouer de son influence, son visage alternant entre l'arrogance et l'incrédulité. Mais face au mandat d'amener et au regard impassible des policiers parisiens, son masque de notable respectable se fissura, révélant un homme vieillissant et acculé. Les chefs d'accusation, énoncés d'une voix neutre, résonnèrent dans le silence du petit matin. Meurtre avec préméditation, corruption de fonctionnaires, subornation de témoins, fraude fiscale aggravée. L'empire bâti sur un crime venait de s'effondrer au lever du soleil, sans un bruit, comme aspiré par le vide. Le procès de Vincent Moreau devint un événement médiatique national, le symbole d'une justice tardive mais implacable. Pendant des semaines, la salle d'audience de la cour d'assises fut le théâtre d'une reconstitution minutieuse de la vérité. Le témoignage de Jean-Marc Toussaint, livré d'une voix tremblante mais ferme, fut le moment le plus poignant, clouant l'assemblée au silence par la description brute du meurtre. Puis les experts se succédèrent. L'analyse médico-légale du bloc de béton confirma la présence d'une composition anormale, prouvant la manipulation. Les experts financiers déroulèrent la toile complexe des sociétés écrans et du compte suisse, matérialisant la corruption. Enfin,
La voix d'Alain Le Goff emplit la salle, lorsque l'avocat de la partie civile lut les dernières pages de son journal. Ce N était plus un simple carnet. C était la déposition d'un fantôme, un témoignage d'outre-tombe qui désignait son assassin avec une clarté glaçante. Le verdict tomba après seulement quelques heures de délibération, une formalité tant l'épreuve était accablante. Vincent Moreau fut reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. La sentence fut la plus lourde prévue par le Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Au prononcé du jugement, un murmure parcourut la salle. Moreau, lui, resta impassible, son visage un masque de marbre, n'exprimant ni remords ni surprise, emmuré jusqu'au bout dans son orgueil. Assise au premier rang, Chloé ne ressentit aucune joie, aucune haine, seulement un immense soulagement, une pesanteur qui quittait enfin ses épaules. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, non pas des larmes de tristesse, mais celles d'une promesse tenue. La longue nuit de 20 ans venait enfin de prendre fin. La justice pour son père était rendue. La chute de Moreau entraîna dans son sillage les vestiges de son réseau. Le chef de chantier de l'Aile, Époque, retrouvé dans une maison de retraite, fut également condamné pour complicité et subornation de témoins, écopant d'une peine de 10 ans de prison. L'enquête sur la corruption élargie mit au jour un système endémique qui avait gangréné la politique locale pendant des décennies. Plusieurs anciens élus et fonctionnaires furent mis en examen, provoquant un séisme politique dans la région. La digue de Moreau n'avait pas seulement caché un corps, elle avait protégé un pacte de silence et de profits illicites. Sa destruction symbolique et judiciaire força toute une génération de dirigeants à rendre des comptes, purgeant la communauté d'un poison qui l'avait rongé de l'intérieur, bien plus insidieusement que la plus violente des tempêtes. Pour la petite ville côtière, la révélation fut un traumatisme collectif, une douloureuse prise de conscience. La grande digue, fierté locale et bouclier contre les fureurs de l'océan, devint soudain un objet de honte, un mausolée monstrueux. Les habitants furent contraints de regarder en face leur propre silence, leur aveuglement volontaire face à un homme qu'ils avaient érigé en bienfaiteur. Les conversations dans les cafés changèrent de ton, la fierté laissa place à la culpabilité et à la colère. Comment avait-il pu ignorer les avertissements d'Alain Le Goff? Comment avait-il pu se laisser acheter par des promesses de prospérité bâties sur la mort d'un homme juste? La ville dut entamer un long et difficile travail de mémoire, non seulement pour honorer la victime, mais aussi pour se pardonner à elle-même d'avoir choisi le confort du mensonge plutôt que l'inconfort de la vérité. Une fois le tumulte du procès retombé, Chloé retourna au phare, son sanctuaire. Le silence de la vieille Touraine était plus chargé de questions sans réponse, mais d'une paix nouvelle et profonde. Elle passa des jours à relire le journal de son père, non plus pour y chercher des indices, mais pour y retrouver sa voix, sa sagesse, son amour pour elle. Chaque mot était une redécouverte, un lien renoué par-delà la mort. Elle pouvait enfin faire son deuil, non pas celui d'un disparu, mais celui d'un père assassiné. La colère et l'obsession de justice qui l'avaient consumé s'apaisèrent, laissant place à une tristesse douce et à une immense fierté. Son père N était pas seulement une victime, il était un héros qui était battu jusqu'au bout, et qui même dans la mort, avait trouvé le moyen de faire triompher la vérité. Pour Didier Martin, la condamnation de Moreau fut une libération personnelle. Le poids de ce dossier classé trop vite, de cette intuition qu'il avait été forcé d'ignorer, se dissipa enfin. Le regret qui avait jeté une ombre sur sa retraite, évanoui, remplacé par le sentiment du devoir accompli. Il avait peut-être échoué en tant que jeune commissaire sous pression, mais il avait réussi en tant qu'homme, en aidant Chloé à mener ce combat jusqu'à son terme. Il avait réparé la plus grande injustice de sa carrière, et pouvait désormais regarder la mer sans y voir le fantôme d'Alain Le Goff, mais simplement le souvenir d'un homme courageux à qui il avait, finalement, rendu justice. Sa relation avec Chloé, née dans la douleur et le secret, Guéni Madinaki était transformée en une amitié indéfectible, un lien forgé dans la quête commune de la vérité. La carrière de Lucas Durand explosa. Son enquête, publiée sous la forme d'une série d'articles retentissants, lui valut le prestigieux prix Albert Londres, la plus haute distinction du journalisme français. Il devint une référence dans le monde de l'investigation, recevant des offres des plus grands journaux nationaux. Mais au-delà de la reconnaissance professionnelle, cette affaire l'avait profondément transformé. Il avait compris que le journalisme n'était pas une course au scoop, mais une responsabilité écrasante, celle de donner une voix à ceux que l'on a fait taire, et de demander des comptes au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Il avait commencé cette enquête par ambition, il l'avait terminée par conviction, avec la certitude d'avoir trouvé non pas un métier, mais une mission.
Suite à une délibération municipale chargée des émotions, la décision fut prise de ne pas simplement réparer la brèche de la digue. Le lieu du crime devint un lieu de mémoire. Une plaque commémorative en bronze fut scellée sur le bloc de béton qui avait contenu le journal, désormais exposé sur la promenade. On pouvait y lire « À la mémoire d'Alain Le Goff, 1945 à 1991. Gardien du phare, gardien de la mer, gardien de la vérité. » Sa voix, que le béton a tenté de réduire au silence, résonne à jamais dans le souffle du vent et le fracas des vagues. Le monument érigé à la gloire de Vincent Moreau était ainsi devenu, pour l'aile, éternité, le mémorial de sa victime, un rappel permanent que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, finit toujours par refaire surface. La justice des hommes, ayant été rendue, il restait un dernier acte à accomplir pour que la paix soit complète. Sur ordre du juge d'instruction, une opération délicate et hautement symbolique fut menée, l'excavation du pilier de fondation de la digue. Pendant 2 jours, sous le regard des caméras et des habitants silencieux, des engins de chantier brisèrent le béton, mètre par mètre. L'opération était à la fois technique et funéraire. Puis, les archéologues judiciaires prirent le relais, dégageant avec une précaution infinie les derniers centimètres. C'est là, au milieu des barres de ferraillage tordus, qu'ils retrouvèrent les restes d'Alain Le Goff. Cette découverte macabre fut, pour Chloé, une dernière épreuve nécessaire. Elle mettait un point final, tangible et irréfutable, à 20 ans d'incertitude. Son père N était plus un disparu. Il était rentré à la maison. Les funérailles d'Alain Le Goff furent célébrées 20 ans après sa mort, dans le petit cimetière marin qui surplombe la côte. La ville entière était présente, non par curiosité, mais par un besoin collectif de rédemption. Les mêmes personnes qui avaient autrefois détourné le regard se tenaient là, tête basse, pour rendre hommage à l'homme qu'ils n'avaient pas su écouter. Face à la mer, Chloé prononça un éloge funèbre qui ne parlait pas de meurtre ni de vengeance, mais d'amour et de transmission. Elle parla du père, qui lui avait appris à lire les marées et les étoiles, de l'homme, dont le courage solitaire avait finalement vaincu un empire. Il disait toujours, conclut-elle, la voix claire, que la vérité comme la marée finit toujours par remonter à la surface. Il avait raison. Ce jour-là, la communauté enterra un homme, mais elle réhabilita un héros. Quelques semaines plus tard, Chloé se tenait seule au pied du phare, regardant le soleil se coucher sur une mer d'huile. Le combat était terminé. Le silence qui l'entourait N était plus celui du vide, mais celui de la plénitude. Elle avait affronté le monstre de son passé et l'avait vaincu. Elle avait rendu son nom à son père, et sa dignité à sa mémoire. En touchant le cuir usé du journal qu'elle gardait précieusement, elle sentit non plus le poids d'une mission, mais la chaleur d'un héritage. L'héritage d'un homme qui lui avait appris que la plus petite lumière, si elle est entretenue avec courage, peut finir par percer les ténèbres les plus épaisses. Elle, N, était plus la fille d'un disparu. Elle était la fille du gardien du phare, et elle était enfin, profondément, en paix. Le phare se dressait à nouveau comme un gardien silencieux, non plus d'un secret insoutenable, mais d'une paix chèrement acquise. Pour Chloé, le bruit des vagues contre les rochers N était plus le rappel lancinant d'une absence, mais une berceuse familière, le pouls de l'océan qui avait rendu justice à sa manière. Elle avait réappris à aimer cette côte, non pas en oubliant la tragédie, mais en l'intégrant à son histoire, comme une strate géologique douloureuse, mais nécessaire. Le journal de son père, désormais conservé à l'abri de l'humidité et du temps, N, était plus une pièce à conviction, mais un héritage. Il ne contenait plus la feuille de route d'une vengeance, mais la boussole morale d'une vie. La lumière de la lanterne, chaque nuit, ne semblait plus chercher un bateau perdu, mais affirmer une victoire, celle de la mémoire sur l'oubli, de la vérité sur le mensonge. Le carnet, ce cœur de cuir et de papier qui avait sommeillé 20 ans dans le béton, était devenu un symbole bien au-delà de l'affaire Le Goff. Il représentait la fragilité du mal, face à la persistance de la vérité. L'arrogance de Vincent Moreau l'avait poussé à commettre l'erreur fatale, croire que le béton était éternel et que le silence pouvait être acheté. Il avait sous-estimé la patience de la nature et la force de l'amour d'une fille. Cet objet, exhumé par la fureur des éléments, rappelait à tous qu'aucune forteresse, aussi impénétrable soit-elle, ne peut contenir indéfiniment un secret. La vérité n'a pas besoin de porte pour échapper. Elle attend simplement que les murs s'effondrent. Le journal d'Alain Le Goff était la preuve que les mots d'un homme juste, même murmurés depuis la tombe, peuvent avoir la force d'un raz-de-marée. Pour la petite ville côtière, la cicatrice demeurait visible, gravée dans le paysage, et dans les consciences. La condamnation de Moreau n'avait pas effacé la culpabilité collective. Ce sentiment diffus d'avoir été complice par silence,
par peur, ou par avidité. Mais ce traumatisme fut aussi le catalyseur d'une renaissance. Une nouvelle génération des élus, plus soucieuse de transparence et des écologie, prit les rênes de la municipalité. Les habitants apprirent à se méfier des promesses trop belles, et des sauveurs autoproclamés. Le nom d'Alain Le Goff, autrefois celui d'un marginal obstiné, était désormais prononcé avec respect et gratitude. Il était devenu le saint patron de leur vigilance, le rappel constant que le véritable progrès ne se mesure pas à la hauteur des murs que l'on construit, mais à la solidité des valeurs que l'on défend. La ville avait perdu son innocence, mais elle avait gagné une âme. La grande digue, autrefois monument à l'orgueil d'un homme, devint un paradoxe de pierre et de mémoire. Elle continuait de protéger la ville des assauts de l'océan, remplissant sa fonction première avec une efficacité de fer. Mais elle était aussi devenue le plus grand mémorial de la région, un lieu de pèlerinage silencieux. Les touristes et les habitants ne venaient plus y admirer la puissance de l'ingénierie humaine, mais pour lire la plaque commémorative, et méditer sur la fragilité du pouvoir. La brèche, volontairement laissée visible et simplement sécurisée, était comme une blessure qui refusait de se refermer complètement, un avertissement permanent. La structure qui devait incarner la domination de l'homme sur la nature symbolisait désormais l'exact opposé, la victoire inéluctable de la vérité, portée par les forces mêmes que l'on avait tenté de maîtriser. Chloé, quant à elle, avait retrouvé le chemin de son laboratoire marin, mais elle, était plus la même scientifique. La quête obsessionnelle de la vérité sur son père avait élargi sa vision du monde. Elle comprenait désormais que la rigueur de l'analyse scientifique et la passion du combat citoyen n'étaient pas deux choses distinctes, mais les deux faces d'une même médaille. Elle créa une fondation au nom de son père, dédiée à la protection du littoral breton et à l'éducation environnementale des jeunes générations. Elle ne se battait plus contre les fantômes de son passé, mais pour l'avenir d'un écosystème qu'Alain lui avait appris à aimer. Elle avait transformé son héritage de douleur en un héritage d'action, prolongeant la voie de son père non plus dans les prétoires, mais dans les salles de classe et sur le terrain, là où son combat avait commencé. Pourtant, une question subsistait, flottant dans l'air salin comme une brume tenace. Vincent Moreau était en prison, son réseau local démantelé. Mais qu'en était-il des facilitateurs silencieux, des banquiers suisses, des avocats panaméens, de tous ces architectes de l'ombre qui avaient rendu possible le montage financier? Ils n'avaient jamais été inquiétés. Le système qui avait permis à un homme comme Moreau de prospérer n'avait pas été jugé. Il continuait d'exister, invisible et puissant, bien au-delà des côtes bretonnes. La chute d'un homme, aussi spectaculaire soit-elle, était peut-être que la coupe d'une seule branche d'un arbre aux racines profondes et mondialisées. Cette prise de conscience laissait un goût d'inachevé, le sentiment que la victoire, bien que totale sur le plan personnel, était que partielle face à l'ampleur du mal. L'histoire d'Alain Le Goff est peut-être terminée, mais elle nous rappelle que derrière chaque scandale public se cachent souvent des tragédies intimes, et des héros anonymes. Si ce combat pour la vérité vous a touché, si vous croyez que ces histoires doivent être racontées, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, et partagez cette vidéo pour que la mémoire d'Alain Le Goff continue d'inspirer. Dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous a appris sur le courage et la justice. Le cas de la digue bretonne a révélé une conspiration locale, mais ce était que le début de quelque chose de bien plus grand, une fenêtre ouverte sur un monde où le silence est une monnaie d'échange et la vérité, une marchandise dangereuse. En fin de compte, ce fut l'océan lui-même, cette force qu'Alain avait tant défendue, qui devint l'ultime agent de la justice. La tempête d'octobre 2011 n'était pas un simple phénomène météorologique. Était un acte de mémoire, une colère de la nature venue réclamer son dû et corriger une injustice que les hommes avaient laissée impunie. C'est comme si la mer, fatiguée de garder ce lourd secret en son sein, avait décidé de le recracher sur le rivage, forçant le monde à regarder ce qu'il avait choisi d'ignorer. Cette coïncidence poétique et terrible conférait à l'histoire une dimension presque mythologique, un rappel que nous ne sommes que les locataires passagers d'un monde dont les forces nous dépassent, et que la nature, parfois, a ses propres manières, violentes et imprévisibles, de rétablir, équilibre. Chaque soir, la lumière du phare balaye l'horizon, un long faisceau blanc, qui coupe les ténèbres avec une régularité immuable. Elle n'est plus seulement un guide pour les marins perdus, mais un symbole universel. Elle est la preuve qu'une seule voie, même éteinte, peut continuer à éclairer le chemin si sa lumière est portée par ceux qui restent. La vérité, comme ce faisceau, peut être occultée par le brouillard ou les tempêtes, mais elle ne éteint jamais vraiment. Elle continue son cycle, patiente et infatigable. Mais alors que la lumière caresse les vagues sombres, une dernière question demeure. Combien d'autres secrets dorment encore sous le béton de nos certitudes?
attendant simplement que leur propre tempête se lève, pour les ramener à la surface.